C'est vrai qu'il y a la plupart des catégories sociales payent beaucoup d'impôts. En moyenne, 51% de leurs revenus. Classe populaire, de l'ordre de 45%. Les classes moyennes, pas très loin de 50%. Les classes aisées, à l'exception des milliardaires, un peu plus de 50%. Mais vous avez les milliardaires qui payent 2 fois moins. Donc ce dont on parle là, c'est simplement de leur dire, en fait, vous qui êtes extrêmement riches, vous ne devriez pas avoir le droit de payer moins que le reste de la population. Et ça veut dire que le débat se fait sur le principe, comme le disait et les gens qui... Alors sur le principe, moi ma question pour les gens qui refusent ce principe, c'est est-ce que vous êtes pour le droit des milliardaires à payer 0 impôt personnel ? Mais pas du tout. Mais monsieur, donc si vous êtes l'homme le plus riche de France aujourd'hui, l'homme le plus riche de France aujourd'hui est le premier contribuable français. D'accord. Donc si vous êtes mais pas en impôt sur le revenu. Attendez, du principe. C'est assez simple. Si vous êtes contre ce principe, vous me posez une question. Le principe d'un plancher. Vous êtes pour qu'il y ait un minimum. Vous me posez une question et vous n'acceptez pas ma réponse. Je dis une chose très simple. Oui. C'est qu'aujourd'hui, l'homme le plus riche de France est le premier contribuable de France. C'est simple. Donc après, qu'on puisse débattre, mais il ne faut pas que le débat soit faux. C'est-à-dire que arrêtez de dire que les milliardaires paient 0. Non, ils ne paient pas 0. Et je ne suis pas du tout d'accord quand on n'arrête pas de dire que les milliardaires paient 25% en moyenne, alors que la moyenne de tous les Français, c'est 50%. C'est remis en cause. On part de l'idée que c'est un principe évident. Non, c'est un revenu qui est reconstitué. On a reconstitué le revenu des milliardaires pour pouvoir imaginer ce taux. Ce n'est pas la réalité. Les bénéfices non distribués, dont il s'agit. On dit, ah là là, les milliardaires mettent de côté des bénéfices non distribués, ils font ça pour ne pas payer d'impôts. Déjà, ces bénéfices non distribués ont payé l'impôt. Et deuxièmement, mais dans la vie d'une entreprise, je vais laisser parler monsieur, les bénéfices non distribués, c'est des fonds propres, c'est de l'argent qu'on a aussi. Peut-être qu'il y a des abus, mais qu'on a aussi pour préparer l'avenir. Donc une entreprise florissante, oui, elle peut mettre de l'argent de côté. Une entreprise au bord de la faillite, elle n'en a pas et elle meurt. Bruno Grandjean, c'est pour ça que vous dites qu'un grand nombre d'entreprises de taille intermédiaire, dites-vous, mettrait la clé sous la porte ? Assez rapidement. De toute façon, une entreprise en forte croissance, quand on veut vraiment la développer, on réinvestit la totalité des bénéfices dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de constaté. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas versé un seul euro de dividende. On réinvestit tout. Et ces fameux bénéfices, c'est quoi ? C'est des usines, c'est des machines, c'est des brevets, c'est de l'innovation. Si on veut qu'il y ait de l'innovation créatrice, que l'on se projette dans l'avenir, il faut laisser cette possibilité, ce mécanisme de création de richesse qui se réinvestit et qui permet le développement des entreprises de demain. Donc il ne faut pas casser par une approche qui est finalement très financière. On veut finalement générer des revenus qui n'existent pas encore, on veut les prélever, et ce faisant, on va arrêter la croissance d'une entreprise, on va empêcher son développement, c'est le cas de beaucoup de start-up, beaucoup d'ETI, il n'y a pas les liquidités pour payer ces sommes. Mais Gabriel Zucman dit qu'il y a des moyens de le faire. Il n'y a pas de moyens pratiques de le droit des successions, par exemple. D'ailleurs, il y a aussi une incohérence dans votre raisonnement, parce que déjà, le prix d'une entreprise, la valeur d'une entreprise est très difficile à déterminer. La plupart des entreprises ne sont pas cotées en bourse. Donc leur valeur n'est pas définie. Il n'y a pas un document qui vous dit combien vaut l'entreprise à la fin de l'année. La valeur d'une entreprise, c'est une valeur de négociation qui est très fluctuante. Première remarque. Et deuxième remarque, vous voulez taxer des revenus virtuels, c'est-à-dire l'accroissement de la valeur de l'entreprise. Oh non, non. Mais si, bien sûr, puisque l'augmentation du patrimoine, vous le considérez comme un revenu. Vous considérez qu'on doit taxer l'augmentation du patrimoine? Non. Bien sûr, bien sûr. Je vous laisse répondre parce que c'est votre taxe. C'est l'augmentation du patrimoine que vous voulez taxer. Donc, à ce moment-là, il faudrait aussi rendre l'argent si ce patrimoine, il baisse, parce qu'une valeur d'une entreprise peut également... Gabriel Zucman. Donc, beaucoup d'impossibilités pratiques et concrètes, et puis un blocage de l'innovation qui serait une évidence aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. Donc, ce que je propose, ce n'est pas ce que vous venez de décrire. Je ne propose pas de taxer l'augmentation du patrimoine. Bien sûr que si. Non, je vais vous dire ce que je propose et tout le monde pourra comprendre en bonne intelligence ce dont il s'agit. Je propose de créer un taux minimum qui est égal à 2% du patrimoine. C'est-à-dire que de poser le principe que chaque année, le montant total d'impôts personnels dont vous vous acquittez, impôts sur le revenu, plus CSG, etc., doit arriver à au moins 2% de votre fortune. Si vous êtes en dessous, vous devriez payer la différence pour atteindre le plancher de 2%. Mais cela n'a rien à voir avec l'augmentation ou la baisse de votre patrimoine.